Paul Amar, chaque jour, il y a un nouveau journaliste qui a une petite cible dans le dos, une grande cible parfois, je pense à Rachel Kahn, Tout à fait. de la part de la France Insoumise. C'est leur stratégie. Oui, mais il y a quelque chose de fascinant dans le comportement de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, vraiment de fascinant. Quand un homme politique essaye de conquérir le pouvoir, il s'appuie sur le peuple, qui va séduire. Et s'il a envie d'être dictateur, il ôte le masque une fois élu. Ou une fois arrivé au pouvoir, on l'a vu avec Khomeini, on l'a vu avec Staline, on l'a vu avec Hitler. Là, ils annoncent la couleur avant. Avant. Voilà un parti qui protège une jeune garde qui a assassiné le jeune Quentin. Voilà un parti qui dit aux journalistes, allez, taisez-vous. Les mines de sel pour tout le monde. Exactement. Voilà un parti, Mathilde Panot, qui dit, moi, le résultat de l'élection présidentielle 2027, je vais peut-être le contester. Donc voilà un parti dictatorial, comme si au fond, Mélenchon ne voulait pas du pouvoir. Donc je ne comprends pas que la classe politique que j'ai évoquée tout à l'heure ne le mette pas d'ores et déjà en quarantaine, parce que ce parti-là a tous les germes d'une dictature potentielle et il annonce la couleur avant. Voilà ce que je trouve à la fois incompréhensible et fascinant. Geoffroy, on n'est pas des corporatistes, mais quand même, le nombre de journalistes qui se font comme ça ciblés par la France Insoumise, ça fait beaucoup à la longue. En fait, moi, je suis le premier à trouver ça très bien de critiquer les journalistes. J'ai pas de problème avec ça. Il m'arrive de le faire, même, je le confesse. Mais dans le cas de la France Insoumise, le problème, vous avez raison, c'est que ça concerne tout le monde en réalité. Et ça n'a pas toujours été le cas. Moi, c'est ça qui me frappe le plus, c'est que jusqu'aux années 2019, 2020, 2021, il était encore possible d'avoir des contacts avec certains, quand on n'était pas de leur bord politique, avec certains de la France Insoumise. Moi, par exemple, j'ai eu des discussions dans les années 2015-2016 avec Jean-Luc Mélenchon qui étaient très intéressantes. Ceux qui l'ont côtoyé peuvent d'ailleurs attester du fait que dans ces années-là et toute sa carrière avant, il avait des relations avec les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, avec les éditorialistes du Figaro par exemple, etc. Confirme, et que c'était quelqu'un avec qui la discussion était toujours intéressante, parfois âpre mais respectueuse. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu avec lui jusqu'à un certain point. Il m'est arrivé même de fréquenter, par exemple, Raquel Garrido dans une émission de Cyril Hanouna. On pouvait rigoler en dehors, etc. C'était pas la guerre. Et à un moment donné, moi, je le date de la manifestation contre l'islamophobie, où ils ont compris que là, ils ont changé de stratégie et ils ont montré un autre visage. À un moment donné, ça n'était plus possible. Et c'est le moment où vous vous faisiez insulter, ils voulaient plus vous parler, ils voulaient plus vous répondre. Et ils ont commencé cette stratégie-là d'ostraciser des journalistes dès qu'ils avaient un ton un peu différent. Et le point d'orgue de tout ça, c'est la conférence de presse avec les nouveaux médias, qui en réalité sont des médias affiliés de près ou de loin à la France Insoumise, qui virent carrément à l'exercice. C'est l'URSS, le truc. C'est l'URSS. C'est exceptionnel. Bonjour Guide suprême, pardon de vous avoir dérangé. Pourriez-vous me répondre ? Je peux vous poser une question, s'il vous plaît ? Exactement. Arnaud Benedetti, totalitaire complotiste, dit la porte-parole du gouvernement, dans le rapport à la presse. Alors, encore une fois, on ne hurle pas pour notre profession, on peut exercer notre métier. Mais quand même, là, mais ça vient de loin quand même, parce que je suis d'accord, il a encore radicalisé son discours. Mais souvenez-vous, en 2017, qu'est-ce qu'il disait des médias ? Il disait c'est la deuxième peau du système, déjà. Donc il avait déjà cette vision quand même de conflictualiser le rapport avec la presse, parce qu'il s'appuyait aussi sur le fait que, là aussi, globalement, quand on regarde un certain nombre d'études d'opinion, les médias sont eux-mêmes pointés du doigt par l'opinion, donc ils surfaient là-dessus. Mais là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui me frappe, encore une fois, dans ce qu'on voit avec la France Insoumise, c'est que c'est toujours plus de radicalisation. Mais toujours plus de radicalisation parce qu'il fait le pari, lui, que cette radicalisation va être payante électoralement. Le grand pari de Jean-Luc Mélenchon, c'est de toute façon d'imposer un rapport de force dans sa zone politique, la gauche, de dire que de toute façon, et de penser, non sans raison, qu'il est vraisemblablement dans l'hypothèse d'une présidentielle le meilleur candidat à gauche, parce que tout simplement, il a un charisme, parce que c'est un animal électoral dont on peut mesurer d'une certaine manière le talent, et que de toute façon, cette stratégie de radicalisation lui permettra d'être devant les concurrents qui sont les siens à gauche, et peut-être de franchir le premier tour de l'élection présidentielle. N'oubliez jamais la thèse de Coquerel. La thèse de Coquerel, c'est quoi ? C'est de dire qu'il nous manque 700 000 voix, ou 400 000 voix, pardon, 400 000, il en manque encore moins, 400 000 voix pour être présent au second tour. Oui. Il poursuit cette stratégie, et en effet, il tape sur les journalistes, il tape évidemment sur les patrons, il tape à peu près sur tout ce qui aujourd'hui est considéré comme un ennemi. Mais en fait, il est
Ce qui est très intéressant avec Mélenchon, c'est qu'il considère que la politique, vous savez, c'est la thèse de Carl Schmitt, le philosophe allemand. Qu'est-ce que c'est que le politique? C'est la désignation de l'ennemi. Donc il désigne un ennemi. L'ennemi, c'est la presse, c'est Macron, c'est ce qu'il appelle le fascisme. Droite, tout le monde est fasciste pour lui. Peut-être que aussi on pourrait demander à ma chère Rachel Kahn, à Sophia Chekiro de laisser Simone Veil où elle est, et de lui rappeler que ce n'est pas des nazis à petits pieds, mais des nazis au petit pied, et que ce comparaison ne vaut pas raison. Non, surtout pas. Vraiment de laisser Simone Veil en dehors de ça, et surtout qu'elle ne la cite pas, surtout. Vraiment. Après ses propos des différents mois. C'est insupportable. Après, c'est étonnant que le parti défenseur du droit international s'en prenne aux journalistes, sachant que d'un point de vue du droit international, les journalistes sont protégés. Mais de toute façon... Même RSF a réagi. Évidemment. Mais lorsque on veut faire prospérer un récit et que la réalité est têtue, forcément, on s'en prend aux journalistes, on s'en prend à ceux qui témoignent, on disqualifie, on humilie, on intimide. Même des personnes qui sont victimes aujourd'hui ne peuvent plus livrer leurs témoignages sans que la France insoumise les traite de fascistes et de nazis. Après, ce qui est très dangereux, c'est qu'on trie les journalistes, on trie les gens par race à la France insoumise. Bien sûr. On trie l'ensemble des citoyens, on fait des listes de juifs. Je pense qu'ils sont inquiets parce que le Premier ministre a parlé de la dissolution des groupes et des groupuscules, quels qu'ils soient, et que LFI, flirtant avec vraiment un mode racialiste à séparer, à diviser les Français, et avec cette violence verbale, je pense qu'ils peuvent être inquiets aussi. Guillaume Perrault, alors, que pensez-vous en tant que journaliste? Taper sur les journalistes est un procédé rhétorique très connu, très, très facile et qui rapporte souvent, parce que les gens, les Français, et dans les autres opinions occidentales, c'est pareil, ont un rapport ambigu avec les journalistes. Et donc, souvent, ils ne les aiment pas. Il y a une espèce de fascination, répulsion envers les médias. Et donc, ça fait toujours plaisir d'entendre un leader politique qui vous explique que les journalistes sont complices de l'establishment et qu'il faut les cogner. Il y a toujours une partie de l'opinion qui ça fait plaisir d'entendre ça. Ça n'a rien d'original. Beaucoup d'autres leaders dans le monde l'ont fait. En tout cas, regardez à l'étranger, Donald Trump, ça ne lui a pas nui. Oui. Donald Trump, ça ne lui a pas nui. Oui. En Italie, ils sont plus trop à la mode, mais le mouvement, voilà. Mais en Italie, le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, qui est un peu en perte de vitesse aujourd'hui, mais qui a eu son heure de gloire il y a à peu près 6-8 ans, ils avaient une véritable haine contre les journalistes, et Beppe Grillo, leur leader, s'appuyait précisément sur Internet pour court-circuiter les médias. Parce qu'ils font partie du système pour eux. Voilà. Sauf ceux qui font pas partie. Alors, ce qu'il y a de spécifique et d'assez odieux dans le cas de Mélenchon, c'est qu'il cible, non pas les médias en général, parce que pour tout, pourquoi pas, enfin bon, c'est son affaire, hein, mais Monsieur X, Madame Y, Monsieur Z qui a fait tel article qui a déplu, et alors là, évidemment, vous les désignez à la vindicte. Frère Frédéric Aziza, régulièrement menacé. Vous les désignez à la vindicte des militants, Rachel évidemment. Menacé. On est tous régulièrement menacés. Donc vous les désignez à la vindicte des militants et des plus extrémistes, des plus violents d'entre eux, tout en disant naturellement que vous n'y êtes pour rien. Encore un mot de la France insoumise. Sébastien Lecornu était au Sénat cet après-midi, le Premier ministre, qui a dénoncé l'inaction de la France insoumise et de Mathilde Panot à faire le ménage dans les rangs du parti. Écoutez-le. Mais la clarification ne s'arrête pas là, Monsieur le Président Gontard. Elle est dans la fin du 2 poids, 2 mesures. J'ai demandé à la présidente du groupe de la France Insoumise la semaine dernière, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, de faire le ménage dans ses idées et dans ses rangs. Au moment où je vous parle, le député Raphaël Arnaud est toujours membre du groupe de la France Insoumise. Monsieur le Président Gontard, je ne dis pas que votre combat contre l'extrême droite et contre le fascisme n'est pas à la hauteur, mais reconnaissez que ce 2 poids, 2 mesures ne permet plus d'être crédible, ne permet plus d'être audible. Donc moi, j'ai une boussole assez simple, refuser la violence d'où qu'elle vient, lutter contre les extrêmes, gauche-droite confondus, tout simplement parce que le projet politique qu'ils ont pour la France, c'est précisément de nous voir disparaître et de se retrouver en face à face au second tour de l'élection présidentielle. Réveillons-nous! Voilà, réveillons-nous, Paul Amar. Est-ce que vous êtes je vais l'aider à se réveiller. Moi, je vais l'aider à se réveiller. La difficulté pour ce pouvoir d'opérer le passage à l'acte. On a bien entendu Sébastien Lecornu parler comme il le fait. Et c'est assez courageux de sa part. Demander à LFI de faire le ménage et dans ses idées, dans ses rangs.
Je me souviens de la déclaration de la promesse faite par Emmanuel Macron le jour où il a rendu hommage à la mémoire de Ilan Halimi à l'Élysée. Il a dit que le pouvoir allait, enfin la justice évidemment, frapper d'inéligibilité les auteurs, les élus, auteurs ou de propos ou d'actes antisémites. Et racistes. Il a rajouté raciste. Rima Hassan, qui glorifie les viols de femmes le 7 octobre, les assassinats d'enfants. Thomas Porte, le JDD l'a confirmé dimanche dernier. Alors, vous êtes sûr des citations de Rima Hassan? Elle a vraiment... Oui, absolument. Elle a considéré le pogrom du 7 octobre. Oui, non, vous avez raison. Alors, je vais être précis. Oui, elle a considéré le pogrom du 7 octobre, en fait, c'est moi qui dis pogrom, comme un acte de résistance du Hamas. Donc, elle n'a pas glorifié. Elle le fait sans arrêt dans ses meetings, qui ne sont pas des conférences. Soyons précis, les mots ont un sens. À Sciences Po Lyon ou dans les universités. Elle le fait sans arrêt. Thomas Porte, qui est le lien entre la France insoumise, des mouvements terroristes au Proche-Orient. La jeune garde, là je cite le JDD, qui s'est entraînée dans les camps du Hezbollah. Voilà des élus auteurs de propos ou d'actes antisémites ou racistes. Et là, le parquet ne fait rien. Bien sûr. Les procédures sont en cours. Je crois qu'il y en a plus de 1200 en cours. Il y a à peine une centaine qui sont traitées par les parquets. Après la fin de mandat peut-être de M. Macron. Geoffroy Lejeune, sur ce que dit M. Lecornu. Alors oui, on fait le ménage, mais on renvoie RN et LFI dos à dos. Les extrêmes, pas question. Pour moi, c'est ça l'erreur, parce que le RN le fait, et il a bien raison de le faire depuis maintenant des années. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, Sébastien Lecornu peut leur demander ce qu'il veut. La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs l'a confirmé en des termes extrêmement clairs. Il a quasiment insulté ceux qui demandent à la France Insoumise de se séparer de Raphaël Arnaud. Dont acte. Maintenant, il y a quelque chose dans ce pays qui s'appelle la justice, qui va enquêter donc sur une reconstitution de Ligue dissoute de la Jeune Garde. Exact. Et on verra le rôle qu'a joué ou pas d'ailleurs Raphaël Arnaud, qui est donc député de la France Insoumise dans cette reconstitution de Ligue dissoute. Et puis il y a une enquête pour meurtre aussi pour la mort de Quentin. Et là, pour le coup, on verra quelles seront les responsabilités à la fois dans l'enquête sur le meurtre et puis dans l'association de malfaiteurs. Et là, on va peut-être apprendre beaucoup de choses, parce que l'association de malfaiteurs, on a bien payé au moment de la condamnation de Nicolas Sarkozy pour voir que c'était quelque chose de très flou, qui englobe des responsabilités extrêmement larges et parfois même elles ne sont pas prouvées. Là, ils vont pouvoir aller enquêter sur les liens entre les meurtriers ou le meurtrier, on ne sait pas encore qui sera condamné, et la Jeune Garde et LFI. Et là, pour le coup, c'est assez documenté. Guillaume Perrault, cette effectivement association de malfaiteurs, cette enquête sur la reconstitution de la Jeune Garde peut avoir des conséquences politiques importantes pour l'extrême gauche. Oui, tout dépendra de la rigueur avec laquelle cette enquête sera conduite. On a souvent le sentiment d'une asymétrie dans le traitement judiciaire des plaintes ou des informations qui sont ouvertes contre des groupuscules selon qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche. Maintenant, il appartient à la justice de nous démontrer que notre opinion est fausse et que l'équité règne dans le traitement des plaintes selon qu'elles s'appliquent à un bon ou à un autre. On espère que cette fois-ci, il y aurait évidemment la condition sine qua non pour qu'une enquête soit sérieuse, c'est que ce fameux député soit entendu. Ça c'est élémentaire. S'il n'est pas entendu par la justice, je ne vois pas comment on peut parler d'une enquête sérieuse. Ok. Rachel, vous espérez quelque chose de cette enquête-là qui est ouverte pour cette Ligue dissoute Jeune Garde? Oui, j'espère qu'elle aboutisse et qu'elle soit en lien avec le réel. Mais surtout, lorsque j'entends le Premier ministre, en fait, le ménage concerne tout le monde. Le ménage concerne bien évidemment la France Insoumise. Mais on a un peuple français qui est en souffrance. On a des citoyens de confession juive qui sont en souffrance et qu'on n'a pas entendu depuis 2 ans. On a des familles qui appellent pour faire l'ALIA parce qu'elles ont peur pour leurs enfants. Elles ont peur de ce qui se passe à Sciences Po, dans les universités, parce que ce sont des générations qui sont préparées à l'avenir pour ne pas pouvoir vivre en France. Donc, en fait, Sébastien Lecornu, il fait des bons discours, et son discours était bon au CRIF. Mais très sincèrement, à un moment donné, il faut passer à l'acte. Et je pense que les actes, c'est la justice d'un côté, mais aussi qu'on ait des dirigeants qui nous protègent réellement. Arnaud Benedetti. Non, mais si vous voulez, il y a quand même un point très important qu'il faut dire et redire, c'est qu'on a 2 assistants parlementaires de M. Raphaël Arnaud qui sont impliqués dans ce lynchage. De mémoire, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'assistants parlementaires jusqu'à présent, ou en tout cas peut-être faut-il remonter à très très loin, et je ne crois pas en l'occurrence, qui soient aujourd'hui déférés pour des actes aussi graves. Donc il y a un lien manifeste entre Raphaël Arnaud et ses assistants parlementaires. Et la vraie question est de savoir si, en effet, la justice va maintenant, par exemple, demander la levée de l'immunité parlementaire de M. Arnaud pour justement faire toute la lumière sur les liens
qui sont quand même assumés, encore une fois, non seulement par M. Arnaud, parce qu'il est membre de la Jeune Garde et fondateur de la Jeune Garde, mais LFI avec la Jeune Garde. Ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est que je pense qu'il y a quand même une grande tartufferie dans les propos du Premier ministre aussi. Parce qu'en effet, encore une fois, le principe d'équivalence entre l'extrême droite et l'extrême gauche, ça arrange tout le monde. La vérité, c'est que... Et on va le mesurer très vite aux élections municipales, je pense, dans 15 jours, de savoir si vous voulez, le curseur de la diabolisation passe de gauche à droite.